Ma communication, c'est la guerre de libération dans la mémoire des Algériens, ou plutôt dans les mémoires des Algériens. Vous allez voir que c'est des mémoires nombreuses, des fois sélectives, des fois avec d'immenses oublis. En Algérie, la guerre de libération nationale, ou la guerre d'Algérie, est indissociable de la vie politique, socio-culturelle et économique. Cette convocation du passé est récurrente, souvent, voire systématique. Elle s'exprime dans un spectre large et renouvelé. De la puissance commémorative scénarisée dans la durée depuis l'indépendance à d'autres formes, pas forcément politiques ou historiques. La guerre est utilisée comme ici en France, exploitée, instrumentalisée, que ce soit dans des configurations politiques, la légitimation du pouvoir issu de la guerre pour l'indépendance, donc après l'indépendance, politiciens, clientélisme comme ici, régionalisme, je ne sais pas si on peut parler de régionalisme en France, mais le Sud est plus porté sur la revendication ou la nostalgie, comme on appelle, économique, l'histoire comme support mercantiliste depuis une vingtaine d'années ou une dizaine d'années, ou bien idéologique, réécriture de l'histoire dans le sens nationalisme séculier contre nationalisme religieux ou révisionnisme, qui est un des gros problèmes aujourd'hui en Algérie, le révisionnisme, qui ressemble... Bon, c'est un autre problème, c'est pas l'objet de la communication. Aussi, les usages de la construction mémorielle en Algérie de cette période et ses enjeux sont loin d'être des épiphénomènes. La mémoire de ce passé en Algérie, qui est cette guerre qui n'en finit pas, est une mémoire active, se nourrissant à la fois de facteurs endogènes, intrinsèques et propres à la société algérienne depuis l'indépendance, mais aussi exogènes, notamment ses rapports avec l'ancienne puissance coloniale. Je donnerai deux exemples. Pascal Banchard les a cités. La fameuse loi de 2005 qui demande ou qui encourage les enseignants français à enseigner ou à dispenser une histoire qui n'est pas académique, une histoire politique, une histoire idéologique. Cette loi est perçue en Algérie comme un déni aux souffrances des Algériens. Donc elle a une influence en Algérie. Donc et tout comme la visite de Macron, qui reconnaît à partir de l'Algérie, la responsabilité, ou plutôt les méfaits de la colonisation. C'est un problème. Dans cette communication, je vais parler de trois objets. C'est le strict minimum syndical, parce que c'est une mémoire très complexe. Donc, le roman La guerre de libération nationale, dont le roman national comme source de légitimation politique, cette mémoire, la mémoire de la guerre de libération dans les années 90, les années du terrorisme. Donc on voit bien que cette mémoire, elle va être concurrencée par cette autre mémoire. Et troisièmement, des porteurs de mémoire. À l'indépendance, à l'instar de nombreux pays, l'Algérie va construire un roman national dans le sens de consolider une souveraineté recouvrée et doter le nouvel État de légitimité politique et de forger et cimenter un sentiment national. Ce processus avait commencé du temps du mouvement national face à une France qui a imposé une histoire coloniale, qui a imposé un jacobinisme linguistique avec le français, qui a imposé le catholicisme ou la religion catholique. Les Algériens, notamment les historiens de cette époque, vont écrire un contre-discours, une contre-histoire qui va faire de la langue arabe la langue de l'Algérie et qui va faire de l'islam la religion de l'Algérie. À l'indépendance, on va réutiliser ce contre-discours. Donc ça va être un roman national construit sur le legs de ce contre-discours, mais en même temps sur une guerre où le peuple est le héros, où il n'y a pas d'acteur, une
une unité de l'Algérie. Donc c'est un compromis historique qui va être accepté plus ou moins dans le sens où l'Algérie à l'indépendance va donner l'importance à son projet de développement du pays, de reconstruire le pays, de permettre aux Algériens de travailler, d'aller à l'école. Donc ces questions d'histoire vont être un petit peu mises dans un second ordre. La priorité, c'est vraiment la construction de l'État. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce roman national va s'appuyer sur le legs du mouvement national, mais ce roman national va arbitrer, va faire une sorte d'arbitrage. Ce n'est pas toute l'histoire de l'Algérie qui va être le ciment du roman national, mais une période, celle de la guerre d'Algérie ou la guerre de libération nationale, dans le sens que c'est cette génération d'acteurs qui est à l'origine de ce qu'appelle l'historien Mohamed Harbi la geste du 1er novembre. Donc nous voyons que l'histoire de l'Algérie est fragmentée, où la guerre d'Algérie, la guerre de libération, est la séquence suprême. Pour des raisons de politique, mais aussi c'est la génération de novembre qui va construire l'État. On le voit dans les différentes constitutions d'Algérie où le 1er novembre 1954, la guerre de libération est omniprésente. La dernière constitution dit le 1er novembre 1954 aura été un des sommets du destin de l'Algérie. Donc on voit bien que l'histoire de la guerre de libération, c'est une histoire dans l'histoire. C'est la grande histoire, finalement. Donc le roman national se construit sur une histoire sur la longue durée, par contre avec la guerre de libération comme le summum, comme l'acte suprême, comme le salut de l'Algérie, l'acte libérateur. À titre d'exemple, toutes les fêtes nationales renvoient à la guerre de libération, 1er novembre, 5 juillet, et depuis peu, le 17 octobre 61 à Paris et le 19 mars. Là aussi, c'est une histoire dans l'histoire. Il y a aussi une fragmentation, une classification à l'intérieur même de cette guerre. Donc, on commence par le 1er novembre, qui est l'acte fondateur, le 5 juillet, et après, pour des raisons toujours politiques, le 19 mars ou le 17 octobre vont venir après nourrir cette histoire nationale, cette histoire de la guerre de libération. Bien sûr, les grands partis d'avant 1954, l'Étoile nord-africaine, le PPA, le MTLD, le Parti communiste algérien, à part les ulama qui échappent à on peut l'appeler un ostracisme historique, sont jusqu'à l'heure actuelle très peu considérés dans l'historiographie nationale. Donc on est encore jusqu'à l'heure actuelle dans la lignée, dans le souffle du 1er novembre, dans une histoire arbitrée unilatéralement par l'État algérien. Il y a des petites ouvertures, exemple l'aéroport de Tlemcen porte le nom de Messali. Il y a un colloque qui a été organisé dans cette ville, mais ça ne sort pas de l'Oranie, ça ne sort pas d'une considération régionale. Donc on est encore à la recherche d'une histoire dépassionnée en Algérie. Cette histoire a ses oublis, ses omissions, ses occultations, ses silences, grands ou petits. Cette histoire de la guerre d'Algérie aussi ne revient pas sur des fractures de la société algérienne. Je pense au Harki. Rares sont les travaux qui sont publiés en Algérie et je pense qu'il y a, à ma connaissance, aucun travail académique à l'université algérienne, mais je suis presque sûr. Donc on voit très bien que c'est une histoire qui est sous contrôle. Cette guerre est aussi utilisée à des moments importants de la vie politique en Algérie. Il y a quelques années,
en voulant revenir sur un des acquis de la société algérienne, qui est l'alternance, la possibilité d'avoir une alternance politique en Algérie, on va faire appel à la guerre de libération, au symbole de la guerre, au capital historique de la guerre de libération, afin de changer la constitution pour libérer, pour plutôt réduire le processus de l'alternative politique. Donc c'est la guerre de libération qui va, avec l'amendement qui va revenir sur la limitation des mandats présidentiels, on va rajouter un article sur la guerre qui va revaloriser encore une fois la guerre, qui va défendre les moudjahidines et leurs ayants droit. Donc on est dans une continuelle convocation de la guerre de libération. Et ça concerne aussi les historiens. Parce que l'histoire, qui est la discipline citée dans la Constitution, ce qui lui confère le statut de discipline de souveraineté en Algérie. C'est une discipline qui est marquée du sceau de la guerre, pas toutes les guerres, mais la guerre de libération. Donc l'imbrication politique histoire de l'Algérie n'est pas seulement dans les textes, dans la Constitution, mais aussi dans la pratique. Le seul centre national sur l'histoire du mouvement national et de la guerre et de la révolution du 1er novembre ne relève pas du ministère de l'Enseignement supérieur, mais du ministère des Moudjahidines, jusqu'à l'heure actuelle. Ce centre, ce rattachement institutionnel et scientifique n'est pas anodin. C'est à ce centre qu'échoit la prérogative d'avaliser et de cautionner les projets de manuels scolaires, des scénarios, des films et tout support en relation avec le mouvement de la guerre. Donc on voit très bien que la guerre de libération, c'est un rouage de la vie politique et sociale, économique de l'Algérie. Nous sommes devant des institutions qui ont une mission de contrôle sur l'écriture de l'histoire, et c'est au détriment du cadre académique et habituel de la recherche scientifique qu'est l'université. L'intrusion du politique dans la sphère académique explique en partie la grande désaffection des étudiants pour l'histoire, pour la philosophie aussi, ce qui est paradoxal pour une discipline de souveraineté promue et protégée par la Constitution. Ce qui nous amène ce qui m'amène au deuxième point, qui est comment cette mémoire forte, sacralisée de la guerre de libération va interagir avec le terrorisme ou la période du terrorisme. Donc de l'indépendance à 88, date de la relative libéralisation politique en Algérie, le roman national a pu fonctionner dans des conditions objectives favorables. Les questions du rapport avec l'histoire nationale étaient occultées au profit de la fondation de l'État-nation et de la dynamique développementiste économique. La première et véritable atteinte à ce modus vivendi sera paradoxalement l'échec que certains appellent le printemps algérien de 88 et son contre-coup, la violence terroriste des années 90. C'est dans ce contexte de grande violence, de terreur, que le roman national va muer et connaître une évolution particulière. La guerre de libération sera concurrencée sur son terrain par une autre légitimité. Celle-là est portée par ce qui est appelé en Algérie la tragédie nationale. Donc c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui on peut pas analyser ce qui se passe en Algérie sans revenir à la fois à la colonisation et notamment à la guerre et aux années 90. Tout comme en 1954, il s'agit aux premières années de 1990 d'une situation de guerre, d'une résistance à un ennemi intérieur, cette fois. Dès lors, des acteurs de cette confrontation, donc des acteurs publics si on peut dire, parce qu'ils ont l'État derrière, contre le terrorisme, inscrivent leur engagement dans les mêmes codes que ceux du FLN traditionnel et de la geste du 1er novembre 1954. Deux institutions illustrent ce basculement politique et symbolique et la promotion d'une nouvelle vision de l'histoire nationale récente. Alors, Pascal Blanchard avait raison de dire qu'en France, il y a les pieds noirs, mais il y a leurs enfants, et même leurs petits-enfants, en Algérie aussi. Il y a les moudjahidines, il y a leurs petits-enfants. Donc, dans les années, en 93, il y a une organisation des fils du moudjahidine, donc des fils de combattants. Pas des anciens combattants, hein. Les moudjahidines, ça renvoie à la guerre de libération. Alors,
il y a mai 45, il y a toutes les résistances du premier siècle de la colonisation. Donc on voit très bien, c'est cadenassé. Hein. Donc deux institutions illustrent ce basculement, l'organisation des enfants de Moujahidine et le RND qui va être créé quelques années après. Bien sûr, il y a d'autres forces et acteurs qui sont engagés dans cette guerre contre le terrorisme. Mais là, on parle de mémoire, donc je me limite à ces deux institutions. La première, donc les enfants de Moujahidine, c'est un organisme corporatiste constitué autour des enfants des anciens combattants de la guerre. Créé en 90, en pleine violence terroriste, cette organisation n'est pas, alors là le changement n'est pas subordonné au FLN parti unique, avant 88, avant 89, bien que la filiation avec l'histoire de la guerre soit sans conteste affirmée et revendiquée, parce que c'est les enfants des combattants de la guerre de libération. Donc on est dans cette histoire, on est dans ce continuum. C'est une association qui va se lier avec ce parti et qui s'est substitué au FLN dans les années 90. Donc on voit très bien que cette mémoire peut ne pas être portée par le parti. La filiation de l'ONEM au RND crée de nouvelles logiques politiques et mémoriales. La sauvegarde de la mémoire de la guerre ne devient plus l'apanage du seul FLN historique, tout comme la légitimité historique, donc un des ferments de l'État algérien, historique politique de la lutte contre le système colonial, n'est plus elle aussi la seule source de légitimité et de légitimation en Algérie indépendante. La tragédie nationale est aussi importante et légitime que la guerre pour ces deux institutions. Sinon, donc, la tragédie nationale pose un questionnement complexe. Comment peut-on concurrencer une mémoire forte, un passé sublimé et consacré, tout en se référant à lui? Il faut comprendre qu'en constituant un mouvement politico-militaire, les enfants des Moujahidines avaient pensé leur philosophie dans le prolongement de la guerre, libération nationale, dont leurs parents avaient été des acteurs majeurs. Leur engagement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est analysé à un double niveau. La défense de la patrie doit, selon eux, rester du ressort des Algériens ayant un lien fort et direct avec la guerre, et la tragédie nationale n'est autre que la continuité d'un processus historique fondamentalement associé à l'histoire de la guerre. Par ailleurs, l'apparition de cette organisation mémorielle, dans le sens où elle se réclame d'une mémoire, celle de leurs parents, les Moujahidines, participe à un phénomène particulier qui s'est imposé, qui s'est imposé en Algérie depuis 20 ans, c'est les porteurs de mémoire ou la famille révolutionnaire. Donc c'est un concept qui n'existait pas avant 88, qui est apparu dans ce cadre, dans la violence de la tragédie nationale et la famille révolutionnaire. Cette construction a du sens dans une période difficile et tragique pour les Algériens. Face au projet islamiste, les pouvoirs publics mettent le nationalisme en avant et réactivent l'ensemble des ressorts qui ont constitué la matrice, l'histoire, la mémoire, les acteurs et les symboliques. Maintenant, la question pourquoi, dans les années 90, on revient à la guerre et on oublie tout ce que l'Algérie indépendante a fait, tous les combats, toutes les causes qu'elle a défendu, l'anti-impérialisme, le non-alignement, le panafricanisme. Donc ça passe peut-être, je ne dirais pas au rebut, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de revenir toujours à la guerre de libération nationale. Le capital symbolique et mémorial de la guerre reste utilisé par les pouvoirs publics pour sa légitimation ou relégitimation, sauf que ce n'est plus exclusivement dans les mêmes cadres anciens. De nouvelles forces et acteurs ont pris le relais, négocié des parcelles de légitimité. La présentation qu'ont fait ce parti, le RND, de sa mission est révélatrice du changement de paradigme politique et mémorial en Algérie. Le RND se présente. Le RND était confronté par la grave crise qui a failli emporter l'Algérie. Donc l'Algérie, État et nation. Donc nous sommes vraiment dans une configuration très dangereuse. Il s'est érigé sans monopole exclusif comme un espace politique nouveau, accueillant celles et ceux qui ont accepté le sacrifice, donc toujours le sacrifice, et assumé l'engagement sous diverses formes pour que l'Algérie demeure, et pour qu'elle demeure nourrie de la sève de la révolution du 1er novembre 50. C'est un parti qui est né en 97 et
son programme, ses références, c'est toujours la guerre. Mais ce n'est pas seulement tous les nouveaux partis, tous les partis, même ceux qui ont 3 ou 4 ans, leur programme s'inspire de la déclaration du 1er novembre. Même les défenseurs du gaz de schiste en Algérie disent que le pétrole, c'est le sang des chouhada, donc c'est le sang des martyrs. Nous sommes encore dans cette histoire de la guerre, de cette mémoire forte, prégnante, omniprésente. C'est également de ce sens qu'il faut décrypter les revendications politiques et socio-économiques des enfants de Moujahidine. Les enfants de Moujahidine, ils se transposent en 54, ils se mettent au même niveau que les enfants des chouhada, les enfants des martyrs, et ils revendiquent le même statut que les enfants de martyrs. Il s'agit entre autres de bénéficier des dispositions légales attribuant à la veuve de shahid et à ses enfants, ils pensent la veuve du shahid, du martyr, et la veuve du moujahid, c'est la même chose. Les avantages sociaux, la retraite, promotion au haut poste de responsabilité. En Algérie, quand vous faites partie, vous êtes enfant de martyr, vous avez des avantages qui, à mon avis, sont légitimes. Participation à l'écriture de l'histoire et avoir un rôle plus déterminant dans la vie politique. Donc on voit très bien que c'est la guerre qui continue. Ces revendications politiques et socio-économiques et l'aspiration de l'organisation des enfants de Moujahidine à contribuer à l'écriture de l'histoire marquent une évolution conséquente dans la perception qu'ont une partie des Algériens de l'histoire, de la colonisation et de la guerre de libération. Troisième point, les porteurs de mémoire, les nouveaux gardiens autoproclamés du temps et du temps. La libération relative du champ politique et médiatique et éditorial en Algérie, à partir d'octobre 88, printemps algérien inachevé ou avorté, ça c'est une autre question, a eu l'effet d'affranchir les Algériens d'une lourde et pressante censure et autocensure. Dès les années, à partir de 88, les Algériens écrivent, notamment les acteurs de la guerre et du mouvement national. C'est des centaines de mémoires et de récits, écrits en arabe et en français. Donc nous assistons à une véritable production et publication de mémoires et de témoignages sur la période coloniale, et notamment sur la guerre. Ça va révolutionner toute l'histoire de la vie nationale, parce que c'est des récits qui vont nourrir cette mémoire. Nous avons de très beaux textes, de beaux parcours. Je pense que ça va permettre d'arriver à ce que peut-être ce colloque entrevoit des relations apaisées avec cette mémoire. C'est pas facile, je donnerai un exemple tout à l'heure. Il ne serait pas étonnant dans l'historiographie nationale que l'ouverture permise par octobre 88 devienne, pour reprendre la formule de l'historien Pierre Nora, un moment de la mémoire collective, un moment structurant de cette mémoire collective. Cette séquence de l'histoire et de la mémoire est analysée par l'historien et militant Mohamed Harbi, qui explique avec pertinence les ressorts de la prégnance de cette histoire chez les Algériens et les réelles motivations des porteurs de la mémoire, de la guerre, de la lutte contre le colonialisme. Depuis une vingtaine d'années, il y a les porteurs de mémoire de l'Algérie qui sont organisés, nombreux, qui écrivent, donc qui se sont libérés après s'être tus pendant 20 ans pour des raisons qu'on peut comprendre. Nous avons remarqué ça dans les entretiens avec ces acteurs. Avant 88, ils ne voulaient pas parler parce que ce n'était pas le moment de parler, le moment de dire. Mais après 88, on a des centaines de mémoires. Comme le dit Harbi, il y a le meilleur et il y a le pire. Donc ces acteurs du mouvement national et de la guerre, notamment de la guerre, veulent témoigner, veulent laisser une trace, ils veulent dire aussi que c'est leur génération qui a défié le colonialisme sur son terrain, celui de la violence armée, et aussi, et ça c'est nouveau parce qu'ils sont forts aujourd'hui, parce que le monopole de l'écriture de l'histoire n'est plus celui de l'État, malgré qu'il y a des structures de contrôle, ils peuvent le dire parce qu'ils sont à un âge aussi où ils peuvent le dire. Enfin, donc ils veulent réclamer au nom de ce passé de la Révolution et du sang que l'histoire ne devait plus être un domaine protégé ou une chasse gardée de l'État ou des
de ces organisations satellites classiques. Donc l'écriture ou la mémoire, elle a changé, notamment grâce à ces récits et à ces témoignages, à ces interventions de ces acteurs dans la presse et notamment dans les nouvelles chaînes satellitaires où l'histoire est revenue, je ne dirais pas par la grande porte, parce que souvent il y a c'est pas vraiment des émissions académiques, donc 5 minutes. Donc la profusion des témoignages post-88 témoigne de la complexité du rapport histoire-mémoire en Algérie. C'est un marqueur d'un mouvement unique et inédit allant dans le sens d'une recomposition profonde de la relation État-patrimoine historique, source et matériau inestimable. Ces récits, par centaines, sont inestimables pour les chercheurs, et aussi pour les nouveaux médias qui font un petit peu un usage mercantiliste, un usage commercial de ces récits. Donc, la guerre et ses acteurs occupent une place de choix dans les programmes d'une nouvelle presse et des chaînes satellitaires, très souvent peu respectueuses des règles d'éthique et déontologiques. Les conséquences de ces transformations majeures dans le traitement de la guerre sont considérables. Après la fissuration du roman national dans les années 90, on assiste à une galvaudisation de l'histoire récente par le biais de sa marchandisation et la promotion d'une histoire de la guerre où l'acteur, longtemps effacé, mis de côté dans le roman national jusqu'à 88, qui valorisait le peuple glorieux dans son unité, un seul héros, le peuple, se met au devant de la scène, écrit par, s'exprime sur la guerre. Alors, je vais peut-être passer directement à la conclusion. Donc je vais passer directement à la conclusion. Les enjeux de la mémoire en Algérie, de l'indépendance à nos jours, sont multiples et complexes. Toutefois, l'histoire de la colonisation reste encore un terreau fondamentalement politique. Cela explique notamment par le non-règlement du passif colonial entre les deux pays. Que ce soit en France ou en Algérie, le travail d'apaisement, de normalisation, de deuil n'a pas encore été réalisé, d'où de récurrents et continuels conflits politiques et mémoriels. Ce discours que je dis là ne peut pas être dit partout, car la mémoire de la guerre reste encore vive et écorchée. Récemment, une collègue historienne en a fait les frais devant un parterre de moujahidats, de combattantes de la guerre de libération, victimes de tortures et de viols. Une mémoire apaisée est un non-sens pour elle. Ça montre que ça reste encore une mémoire écorchée, une mémoire vive. Ce climat de tension contribue dans une grande marge en Algérie à prolonger des pratiques politiques en relation directe avec la sortie de guerre et le legs colonial. Il a consolidé un système autoritaire faisant de la légitimité historique et révolutionnaire le ferment et l'ossature de son pouvoir. Il convient toutefois de bien souligner que les rapports et les enjeux entre le pouvoir politique et l'histoire et la mémoire évoluent, changent et modifient les cadres de leur déploiement ou redéploiement respectifs. Si la guerre constitue encore un extraordinaire fonds de commerce, politique, historique, mémorial et des formes mercantilistes, il n'en demeure pas que d'autres légitimités, demandes et aspirations émergent en Algérie depuis 88. Ce processus est favorisé par l'ouverture en 88, mais aussi par l'apparition des porteurs de mémoire qui se sont affranchis de l'ancien cadre du parti unique et des présenteurs des formes d'allégeance, de l'accumulation des savoirs académiques en sciences humaines et sociales, de l'engagement par des segments de la société algérienne pour une histoire nationale consacrant une rupture à la fois avec le syndrome colonial et l'usage politique, idéologique et politicien de la guerre. Pour conclure, une minute. Dans les années 70, un monsieur venait rendre visite à mon père dans son magasin, dans la ville de Saïda. Le monsieur était originaire de Gériville, c'est à 200 km de Saïda. Il portait toujours une gandoura et marchait difficilement. Enfant et curieux, j'avais demandé à mon père pourquoi son visiteur marchait les jambes écartées. Point de réponse. J'ai appris après que cet homme, il avait vraisemblablement la vingtaine en 62, avait subi le supplice de la bouteille. Et un bout est resté dans sa chair, l'accompagnant dans sa vie et ses pérégrinations à l'indépendance. Je pense que mon intérêt pour l'histoire de la guerre a peut-être pour origine son traumatisme physique et sûrement psychologique. Je vous remercie pour votre attention.